Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Rico. Effectivement, il a été l'intermédiaire. On se rend compte de temps en temps dans des situations où on débat de ce sujet. Et le débat est, effectivement, j'ai beaucoup appris de lui. Et donc, je le remercie, Monsieur le maire, de m'avoir amené jusqu'à vous dans cette salle. Et je vous remercie, vous tous, d'être présents ce soir. Je vous remercie d'autant plus que, franchement, il y a des sujets plus gais. Je ne sais pas ce qu'il y avait à la télé ce soir, mais le fait de venir là pour débattre de sujets existentiels, comme la fin de vie, comme notre mort à tous, est une marque que notre pays est un pays dans lequel on a besoin de penser les choses, de penser à la destinée et de penser aux choses essentielles. Je vous en remercie donc. Finalement, si effectivement on se pose la question de la mort, elle est très ancienne et elle émerge peut-être au même moment où l'homme devient homme. Quel que soit le processus par lequel il devient homme, il y a un moment où un animal est capable d'opposer son pouce à son index. Il a son cerveau qui se développe. Et ce développant, il a une capacité d'imaginer les choses, d'imaginer les idées, mais en même temps d'imaginer non pas l'instant présent, mais le passé et le futur. Et donc, il se rend bien compte qu'en face de lui, il y a un autre visage et que cet autre visage, c'est un autre lui-même. Et donc, il découvre en même temps, en devenant homme, à la fois l'altérité, l'autre est un autre moi-même, et en même temps, il se rend compte que cet autre meurt un jour. Et il comprend très vite que si l'autre qui est lui-même et comme lui meurt, ça veut dire que lui aussi, un jour, il mourra. Et donc, il enterre ses morts, il les protège, il les met sous des pierres ou sous la terre, ou au fond de grottes, et puis il dessine. Et c'est probablement aussi parce qu'il se rappelle du passé et qu'il est capable d'imaginer des choses alors qu'elles ne sont pas réellement devant lui. Donc, l'homme devient homme, et en même temps, il accepte ou du moins il prend conscience de sa finitude et en même temps de la fraternité qui l'oppose quelquefois à l'autre lui-même. Après, si vous regardez la mort, c'est curieux comme elle change de face ou de visage en fonction de l'endroit où on se trouve et du temps dans lequel on se trouve. Si vous regardez des peuplades du nord de Madagascar, ils ont des pratiques rituelles très curieuses qui sont intéressantes parce qu'elles expliquent beaucoup de choses. Par exemple, ils enterrent leurs morts et ils sont tristes et ils les enterrent à l'extérieur de leur village parce que le mort à ce moment-là, parce que la chair va pourrir, se trouve être quelqu'un qui est malfaisant et qui peut même être un intermédiaire auprès des divinités pour devenir malfaisant. Mais au bout d'un an, il déterre les morts et il les réenterre et à ce moment-là, comme ce qui pourrit a disparu et qu'il n'y reste plus que les os qui, eux, sont propres, eh bien, ce défunt qui était tristement évoqué devient un ancêtre et c'est dans des cris de joie qu'on le ramène dans une sépulture blanche et qu'il réintègre l'endroit de la famille. Et puis, si vous regardez la France, eh bien, la notion de la mort a beaucoup changé. Si vous regardez comment on mourait au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est un peuple profondément christianisé. Si vous avez un exemple, vous avez la mort de Roland à Roncevaux. Roland meurt à Roncevaux. Cet homme n'a aucune pensée pour sa fiancée Aude. Normalement, on peut penser qu'en mourant, on pense à ses proches. Non. Lui, il pense à l'Espagne à conquérir, il pense à son roi et il pense à son Dieu. Et il se réjouit, et ça c'est une caractéristique du temps passé, que la mort vienne lentement. Et il s'en réjouit parce que ça lui permet de se préparer à rencontrer son Créateur. Il enlève son gant droit, il le donne au ciel, et ainsi il meurt emporté par les anges, et heureux d'avoir vu la mort venir. Si vous relisez toute la littérature française, souvent il y a écrit ce mot, il sent la mort venir. Et dans une époque où effectivement la croyance en l'au-delà et en monde futur dans lequel on a la béatitude, eh bien permet effectivement de pardonner, d'expliquer, mais aussi de se faire pardonner, de se préparer à rencontrer Dieu, son Créateur.
Si aujourd'hui, je vous disais, qu'est-ce que vous avez comme dernière pensée quand vous allez mourir? Probablement, quand même, vous n'allez pas penser au roi et à Dieu, et peut-être vous penserez à votre famille. Bon, le roi, ça serait le président de la République, franchement, personne n'imagine, quel que soit le président de la République, de penser à lui, à la France et au territoire à conquérir économiquement. Donc on voit bien qu'on est passé, selon le temps, selon l'époque, à une conception de la mort très particulière. Et au fond, quel est le reflet de cette mort? Eh bien, la mort est le reflet de la vie, et la mort en société est le reflet de ce que pense la société de la vie. Il y avait un sociologue à l'époque où on auditionnait beaucoup de philosophes et beaucoup de sociologues. Un sociologue était venu et avait dit les sociétés ont la mort qu'elles méritent. Ça m'avait un peu choqué cette phrase parce qu'il n'y a pas de mérite particulier. Mais les sociétés quand même ont une mort telle qu'elle est proposée, telle qu'elle est prônée, telle qu'elle est attendue, qui ressemble à la façon dont les sociétés vivent. Qu'est-ce que c'est que la mort du XXIe siècle en France, c'est-à-dire dans un pays développé, dans une démocratie ancienne? Exercice désagréable, parce qu'en tant qu'à faire, puisque vous êtes venu pour assister à un sujet pas très agréable, je vous fais faire un exercice désagréable. Imaginez votre mort et imaginez comment vous voudriez qu'elle se déroule. Vous allez arriver à des conclusions assez classiques, peut-être pas celle de Alphonse Allais, disait « Moi, je voudrais mourir à 99 ans, tué par derrière par un mari jaloux ». Ce qui signifiait quand même qu'il voulait que la mort soit tardive, que cette mort soit inaperçue, et que, finalement, contrairement à la mort qu'on attend venir, la mort survenait brusquement. Si on regarde un petit peu ce que nous souhaitons au fond de nous, c'est au fond mourir en bonne santé, très tardivement, le plus tardivement possible, et puis en même temps, bien que ce soit de manière apaisée, qu'on ne voit pas la mort arriver comme un spectre qui va nous détruire. Et comme on est dans une société qui est laïque et laïcisée, eh bien on pense plus à la façon dont on va mourir qu'à ce qui pourrait exister au-delà de notre propre mort. Et donc, imaginons-nous, allez, peut-être centenaires, peut-être plus, en train de souffler nos bougies d'anniversaire avec nos enfants, nos petits-enfants autour de nous. On passe une bonne journée, on boit un peu de champagne, on a la tête qui tourne un tout petit peu, on va se coucher et on ne se réveille pas. Ça, il y a beaucoup de personnes, je suppose, dans cette salle qui seraient prêtes à signer. Et au fond, si on me demandait un choix, j'opterais assez pour celle-là. Donc ça veut dire que la mort a un peu changé de visage. Mais si on va un peu plus loin, comment nous allons mourir? Si vous habitez dans cette région ou dans toute région à proximité d'un hôpital, eh bien vous avez quand même 8 chances sur 10 de mourir à l'hôpital. Donc la mort s'est médicalisée. Et là, peut-être les choses se sont un peu compliquées dans notre pays parce qu'en la médicalisant, la mort est devenue moins familiale et moins familière. Elle est devenue un peu plus aseptisée, un peu plus technicisée. Dans mon pays, de mes ancêtres, que je partage avec un certain nombre de personnes dans cette salle, lorsque la personne allait mourir et que la mort était attendue, on appelait les gens des villages voisins. Et les gens des villages voisins, comme dans toute région rurale, mes origines c'est la Corse, vous l'avez compris, eh bien ils avaient un peu de temps pour arriver à l'endroit, pour voir le mourant avant qu'il meure. Et puis, comme c'était des paysans, pour la plupart, ils s'habillaient. Et ils s'habillaient avec un costume et ils mettaient une cravate. Et ils s'habillaient en noir. Et donc, vous laissez imaginer que la personne qui voyait arriver autour de lui sa famille et ses amis endeuillés par anticipation avait bien compris que la mort venait, en même temps que cette fraternité affective qui faisait que cette mort était, bien sûr qu'elle était douloureuse, la médecine était impuissante, mais elle était rapide, puisque la médecine était impuissante, et en tout cas elle était familiale. Autour de soi, il y avait ceux que l'on aimait et à qui on pouvait dire au revoir.
Et puis si vous regardez aujourd'hui la mort telle qu'elle existe, souvent elle est non pas entourée d'hommes en noir, mais d'hommes et de femmes en blanc, et quelquefois aseptisée, quelquefois avec une famille éloignée. Je me souviens que la phrase qui revenait quelquefois, c'était de dire « on m'a volé la mort de celui que j'aimais ». C'est-à-dire, j'ai pas pu lui dire au revoir, j'ai pas pu lui serrer la main, et les médecins, avec leur technique, ont finalement accaparé l'espace et accaparé la personne, au point que cette mort, qui effectivement est une mort apparemment sans douleur, est une mort dans laquelle on a l'impression que la personne a été arrachée à sa famille, qu'elle est bourrée de tuyaux, et qu'au bout de ces tuyaux, il y a plus de souffrance que de soulagement. Et donc, les Français pensent que la médecine moderne est une belle chose, mais ils redoutent tous d'être prolongés de manière anormale, comme on pourrait le dire. Et ils se disent, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas trop loin? Et ça peut arriver que dans des situations très particulières, la médecine, qui est très technique, elle arrive à des situations dans lesquelles on se pose la question de dire, est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois m'arrêter? Et c'est une situation qui est très nouvelle dans la médecine. La médecine, et ma génération en particulier, on lui a appris à sauver tout ce qui était sauvé, à réanimer tout ce qui était réanimé. La vie à tout prix. Et pourtant, de temps en temps, la médecine, qui était cette médecine triomphante, qui guérit, qui sauve, elle avait un peu oublié la médecine qui accompagne, et la médecine qui console, ou la médecine qui soulage. Et dans ce contexte-là, le combat contre la mort est un combat qui est forcément vain, puisque un jour ou l'autre, le médecin se heurte au mur de la mort de son patient qui ne peut pas prolonger. Et dans ce moment-là, il se retrouve donc dans un échec, et cet échec peut amener à des situations dramatiques s'il ne reconnaît pas que ça n'est pas un échec de la médecine, mais que c'est l'évolution normale de la vie qui se termine par la mort.